Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Acer Liquid Z3, un mobile que je vous ai récemment présenté lors d'une vidéo de déballage. Aujourd'hui, on est sur la vidéo de test. Une vidéo de test qui, comme d'habitude, va se découper en deux grandes parties. Une première partie, à savoir donc le matériel, l'esthétique du téléphone, les composants, les performances, la connectivité. Donc c'est vraiment le matériel, le hardware en anglais. Et une deuxième partie qui est le système d'exploitation, la surcouche, s'il y en a une, et on en reparlera justement dans cette deuxième partie. Et plus largement, l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Est-il destiné aux particuliers, aux professionnels, aux deux, etc. On aura l'occasion justement de s'en reparler dans la deuxième partie de cette vidéo. Et naturellement, à la fin de ces deux grandes parties, on aura une conclusion et on se dira si oui ou non le Acer Liquid Z3 est une bonne affaire, si oui ou non c'est un mobile qu'il faut acheter. Donc ça justement, on se le dira en conclusion de cette vidéo et je vous donnerai ma recommandation ou pas au sujet de cet achat. Alors, juste avant de commencer la vidéo de test, j'aimerais resituer un petit peu ce qu'est le Z3. Donc le Z3, tout simplement, son nom l'évoque, c'est la troisième génération de cette catégorie, de cette gamme, qui est le Acer Liquid Z, donc c'est la troisième génération. On le connaît également sous le nom Z130, c'est sa référence. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en face précisément du Acer Liquid Z3 Duo, parce qu'il s'agit d'un double SIM. Mais c'est un aspect sur lequel on va revenir d'ici quelques instants, lorsqu'on parlera de la connectivité. Alors, il faut savoir que le téléphone vient tout juste d'être commercialisé. On est en août 2013 lorsque je fais cette vidéo, donc il a été commercialisé en août. Et il est vendu à moins de 90 € sur le web en mobile nu, donc hors pack, hors subvention opérateur. Donc 90 €. Naturellement, ça en fait un mobile qui est entrée de gamme, ça je vous l'ai déjà indiqué, mais ça en fait surtout un mobile qui est low cost. En tout cas, on peut le catégoriser comme étant un low cost, puisqu'il est vendu à moins de 100 €. Alors, il s'agit d'un smartphone 100% tactile, si ce n'est les trois touches en bas qui sont des touches sensitives, sur lesquelles je vais aussi y revenir. Mais voilà, c'est pour resituer un petit peu la catégorie de ce téléphone. Smartphone Android à moins de 100 €, donc low cost. Voilà. Alors, première partie de cette vidéo, c'est le matériel. Et la première partie, c'est l'esthétique. Donc, on va faire un petit tour du propriétaire. On va regarder ce à quoi ressemble ce fameux Z3. Et on va donc rentrer dans le détail. Alors sur sa face avant, un écran de 3,5 pouces, écran bien évidemment tactile capacitif. Là aussi, j'y reviendrai d'ici quelques instants. En dessous, trois touches sensitives qui sont une touche retour, une touche accueil et une touche multitâche. Alors à savoir que vous l'aurez remarqué, les designs de ces trois touches ont été un petit peu retravaillés. C'est typiquement les designs des touches sensitives Acer. Donc c'est une des notes stylistiques qu'Acer adopte régulièrement de manière permanente, continuelle en fait finalement sur ces nouveaux mobiles. Donc ces fameuses trois touches sont des touches classiques Android certes, mais c'est le design qui est spécifique Acer. Alors au-dessus de l'écran on retrouve ici bien, cette petite vague. Là aussi c'est typique Acer, c'est une figure de style typiquement Acer, avec en tout cas à l'intérieur ici, sous cette vague, entre le logo et la vague, l'écouteur. A noter qu'il y a aussi une LED de notification qui est très discrètement placée, qui s'allume notamment en rouge lorsque vous êtes en train de recharger votre mobile et qui est vraiment dans la vague elle-même, donc très discrète. Pas de capteur de luminosité, de proximité, pas de caméra frontale. Je le rappelle, on est sur un entrée de gamme type low cost, moins de 100 €. Ça c'est pour sa face avant. Sur le côté gauche, rien du tout, si ce n'est qu'on remarquera ce fameux pourtour. En fait, ce téléphone, pour information, est commercialisé en deux couleurs. Le pourtour est de la même couleur que le reste du téléphone, mais il est verni. Donc on a un petit pourtour ici qui est une autre forme de style Acer. Donc voilà. Donc sur le côté gauche, rien, vous l'avez bien compris. Sur le dessus du mobile, un jack 3.5 et le bouton on-off, ici légèrement chromé, ou en tout cas qui a un effet un peu chromé. Sur le côté droit du mobile, le bouton de contrôle de volume plus-moins, lui est également chromé, et ce fameux pourtour qui continue, bien évidemment, puisque c'est un pourtour. Et en bas du mobile, alors on retrouve le connecteur micro USB 2.0, j'y reviendrai aussi, et l'entrée micro primaire. Vous l'aurez remarqué, il n'y a pas d'entrée micro secondaire. En tout cas, je ne l'ai pas remarqué, je ne l'ai pas vu, donc à mon avis, il n'y en a pas. À l'arrière du mobile, on retrouve plusieurs éléments. Un capteur photo, pas de flash LED, vous le remarquez instantanément. Capteur photo 3,15 mégapixels, bon 3 mégapixels. Un marquage Acer et un petit logo DTS pour dire qu'il y a une fonction DTS dans ce téléphone. J'y reviendrai également. Le haut-parleur. Et le haut-parleur qui est protégé derrière sa petite grille est un haut-parleur mono puisqu'il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un petit haut-parleur. Alors, si j'ouvre le téléphone et que je retire le cache batterie, j'accède ni plus ni moins qu'à la batterie, bien évidemment. Une batterie donc de 1500 mAh que je vais vous montrer tout de suite.
Voilà, petit zoom de la caméra, 1500 mAh, et on a même le modèle de la batterie, donc VK 3650 72 AR. Bon, ça ne veut pas dire grand chose comme ça, c'est juste une batterie de 1500 mAh, format spécifique Acer. Si jamais vous voulez en acheter une deuxième pour avoir plus d'autonomie, ça peut être une idée, ou en acheter une de remplacement d'ici quelques années quand celle-ci sera fatiguée, sachez que vous devez donc prendre ce fameux modèle que je viens de vous indiquer, le VK quelque chose, donc aussi appelé le AP32. Bon, passons. Une batterie de 1500 mAh sur laquelle je reviendrai d'ici quelques instants. Alors, lorsque je retire la batterie, j'accède bien évidemment à l'intérieur du mobile, numéro de série, etc. Deux emplacements pour carte SIM puisqu'il s'agit de la version Duo, je le rappelle. Un emplacement ici pour carte micro SD, sachant que bien évidemment, s'il y a un emplacement, c'est que vous pouvez ajouter de la mémoire jusqu'à 32 Go maximum. Alors vous l'aurez remarqué, les emplacements pour les cartes SIM sont des emplacements au format classique. Ce que j'appelle classique, qui est faussement nommé classique ou normal, standard, qui en fait s'appelle mini chez les opérateurs, par opposition au format micro, qui est celui que vous voyez ici, et au format nano, qui est celui que vous voyez ici. Quoi qu'il en soit, vous l'avez bien remarqué, même si on a des emplacements classiques, avec deux cartes SIM avec d'autres formats, donc nano et micro, j'arrive à m'en sortir. Le téléphone est parfaitement fonctionnel. Donc voilà, tout simplement parce qu'on a des petites encoches ici, des petits fourreaux qui permettent de bien caler la carte SIM. C'est une bonne note de la part du constructeur. Autre note, vous l'aurez remarqué, on a ici deux cartes SIM qui sont des cartes SIM, alors vous remarquez peut-être le logo, Pritel. Pritel, vous le savez, c'est notre opérateur partenaire, c'est celui qui nous permet notamment de tester les téléphones avec ses services téléphoniques et donc d'aller plus loin dans le test, d'aller vraiment dans le détail et de mesurer les capacités du téléphone à être un bon téléphone, ne serait-ce qu'en accroche réseau. Donc je tiens à remercier Pritel et je souhaite lui laisser la parole. Pourquoi payer le même prix tous les mois pour votre forfait mobile alors que vous ne consommez jamais le même temps? Avec le forfait ajustable modulo, c'est beaucoup plus simple. Chaque mois, Pritel choisit pour vous le palier qui correspond le plus à vos consommations réelles. Les mois où vous téléphonez moins d'1 heure par exemple, vous serez facturé au tarif le moins cher. Et si les mois suivants, vos consommations augmentent, Modulo s'ajuste et bascule automatiquement vers le palier le plus adapté. Avec Modulo, vous ne payez que ce que vous consommez. Merci donc à Pritel d'être notre partenaire et de nous permettre de tester les téléphones avec ses services téléphoniques. Donc je vais allumer désormais le téléphone. Vous l'avez remarqué tout simplement parce que j'ai éteint le téléphone en mode un peu barbare, c'est-à-dire que j'ai décroché la batterie sans éteindre avec le bouton on-off situé sur le dessus du mobile. Ça nous permet aussi de faire une séquence de redémarrage du téléphone. Ça nous permet de voir comment il s'allume et si il est rapide. Donc petite animation logo Acer. Voilà. Donc c'est le nouveau logo Acer qui existe déjà depuis quelques années. Donc on laisse le téléphone faire sa phase de démarrage, tout simplement. Alors je vous l'avoue, pendant ce temps-là, je vais boire un petit verre. Vous l'entendez peut-être à la caméra. Voilà. On va laisser le téléphone continuer sa phase de démarrage. Alors le téléphone me demande tout simplement de saisir les deux codes PIN. Alors pour le coup, c'est une des remarques que j'ai à faire sur l'écran de déverrouillage, donc charge à vous de le changer, c'est que je trouve que lorsque vous devez déverrouiller votre carte SIM, le fond d'écran n'a pas été très judicieusement pensé par Acer. On aurait pu avoir quelque chose de plus sombre, parce qu'on a on a vraiment de la peine à voir le numéro 0, le chiffre 0 qui est en bas, et la flèche de validation. Donc forcément, comme c'est un double SIM, j'ai deux codes PIN à indiquer. Voilà. Donc le téléphone a été déverrouillé, enfin les deux cartes SIM ont été déverrouillées, les deux accroches sont en train de se calculer. Si je déplie le chariot, on voit que la carte SIM numéro 1 a été trouvée, la carte SIM numéro 2 est en train d'être recherchée. Ça met un peu de temps, mais je vous rassure, les deux cartes SIM vont être détectées. Bon, alors phase de petite mise à jour, j'aurais peut-être pas dû rallumer le téléphone comme ça. Je vais simplement me permettre d'aller dans le Play Store et d'éviter justement que le téléphone fasse des mises à jour pendant la vidéo, ce qui risque d'être un petit peu pénible tout de même. Voilà. Bon, ça me permet aussi, au passage, de vous montrer le Play Store. Pendant ce temps-là, vous l'aurez remarqué, le téléphone... Bon, écoutez, je vais le laisser faire sa mise à jour. Vous l'aurez remarqué, le téléphone a fait ses deux accroches réseau, en tout cas, trouvé les deux cartes SIM, Pritel. Et donc, on a bien les deux accroches réseau qui sont situées en haut à droite, vous les voyez. Une identifiée par une couleur bleue, l'autre identifiée par une couleur orange, sachant que vous pouvez changer les couleurs. Mais je reviendrai aussi sur cette notion. Voilà, donc petite phase de déverrouillage. Alors, je vais quand même arrêter cette mise à jour, qui est un petit peu embêtante. Voilà, c'est fait.
Alors, poursuivons cette vidéo. Bah, décidément, il y en a plein des mises à jour. Ok, bon, il faut dire que j'ai fait un reset du téléphone, donc forcément le téléphone est en train de faire toutes ces mises à jour. Bon, je crois que vous l'aurez compris, je ferme cette parenthèse et je poursuis. Alors, des petites informations sur l'encombrement et la prise en main de ce mobile. Alors, ce mobile est doté d'un encombrement relativement réduit, tout simplement parce que vous l'imaginez, avec un écran de 3,5 pouces, on n'est pas non plus sur un monstre en termes de taille, en termes de dimension. Donc, on est sur un téléphone qui se prend très très bien en main. D'ailleurs, ça ne dépasse pas de ma main, ou à peine en tout cas. C'est un téléphone qui est doté donc des dimensions suivantes. Je vais être très factuel quand je vous dis qu'il a un encombrement qui reste raisonnable, réduit. Donc c'est 10,9 cm de long, 6 cm de large et 1 cm d'épaisseur. Un tout petit peu plus. En fait, il fait 10,4 mm d'épaisseur. Voilà, donc c'est vraiment pour être très très factuel. C'est un téléphone qui se prend donc parfaitement en main. C'est un téléphone qui ne pèse que 120 grammes, donc ça reste dans la bonne moyenne en termes de poids dans sa catégorie. C'est un téléphone qui a un châssis totalement en plastique. Une carrosserie totalement en plastique et sur laquelle justement j'ai envie d'insister notamment au niveau du cache batterie arrière puisqu'il est en soft skin, une sorte de plastique caoutchouté très doux au toucher. Donc c'est très agréable notamment au niveau du toucher. C'est quelque chose qui améliore la qualité de prise en main déjà, évite que le téléphone ne soit glissant et surtout donne un sentiment plus agréable que du plastique brut. Donc c'est vraiment beaucoup plus sympathique à utiliser qu'un téléphone qui aurait du plastique brut. Donc on est sur un téléphone certes low cost, mais en termes de design, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt travaillé, ça reste sobre malgré tout, il n'y a pas d'ébauche, il n'y a pas de débauche pardon, de figure stylistique. On en a juste une ici au niveau de l'écouteur, les touches qui ont un design spécifique. Voilà, on n'est pas sur une débauche d'effet de design. Mais ça reste sobre et ça reste bien pensé et c'est agréable à prendre en main comme téléphone. Ça s'utilise bien évidemment, vous vous en doutez, à une seule main, un seul pouce. Voilà, donc on est sur une dimension raisonnable. Je dis ça tout simplement parce que vous le savez, en 2013, on a une tendance marché qui est vraiment lourde et qui consiste à s'orienter ou à nous orienter de gré ou de force vers des écrans qui sont de plus en plus grands, voire beaucoup trop grands, 5 pouces et plus, donc qui sont des phablettes. Là, on est sur un téléphone qui est, je le rappelle, entrée de gamme low cost, écran 3,5 pouces, qui finalement correspond aussi à un besoin, celui du téléphone compact. On n'a pas forcément envie d'avoir un gros téléphone dans la poche. Eh bien, ce téléphone est fait pour ses clients, ses utilisateurs qui aimeraient un téléphone compact. Poursuivons, deux autres notions sur le design, ou en tout cas sur la construction sur laquelle j'aimerais revenir. Alors, le design, je vous l'ai déjà présenté. La qualité de fabrication, elle est bonne, il n'y a pas d'éléments dans les jeux, c'est bien assemblé. La torsion, c'est quelque chose qui est assez intéressant, notamment à tester, puisque ça nous permet de valider que le téléphone ne soit pas trop souple, pas trop mou, et qu'il pourrait résister à des torsions, notamment, c'est-à-dire le téléphone oublié dans la poche arrière d'un jean, par exemple, ou le téléphone qui tombe. Alors, la torsion est plutôt bonne. On est sur un téléphone qui est en plastique, certes, mais il faut vraiment forcer pour commencer à lui donner une courbure, donc c'est vraiment pas mal. C'est probablement lié non seulement à sa construction, donc à savoir un design très ramassé, très compact, mais aussi, je pense aussi à la dalle tactile et la vitre plus particulièrement qui est utilisée, qui résiste très bien à la pression. Je soupçonne effectivement Acer d'avoir choisi une très très bonne dalle. Alors pour moi, j'ai pas plus d'informations que ça, mais je soupçonne effectivement le choix très rigoureux au niveau de la vitre pour avoir quelque chose qui résiste bien à la pression. Là, je suis vraiment en train d'appuyer très très fort. Il faut vraiment que j'aille très 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 fort pour réussir à impacter l'écran qui se trouve derrière. Donc téléphone rigide, bonne construction, vraiment bonne qualité de construction. Voilà, donc ça c'était pour le point finalement de l'esthétique et de la qualité d'assemblage et de la qualité des matériaux. Passons désormais à l'image et au son. Donc deux éléments qui sont relativement importants malgré tout sur un téléphone dit tactile, bien sûr, puisqu'on va s'attacher notamment à une dalle tactile de qualité. On va être aussi attentif à une image de qualité. Et pour le coup, je le rappelle, on est sur un téléphone qui vaut moins de 100 €, moins de 90 même. Donc forcément, on ne peut pas trop lui en demander. Alors, je vais être clair encore une fois de plus. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'on a un écran qui fait 3,5 pouces. Donc certes, c'est une dimension sympathique. Je le rappelle, il y a quelques années, 3,5 pouces c'était la dimension d'un iPhone 3 ou d'un iPhone 4 en écran, ce qui était quand même jugé comme étant un téléphone haut de gamme à l'époque. Et c'était pas si vieux que ça. Et des iPhone 4S, on en a encore en vente, neuf. Donc voilà, c'est pour vous dire effectivement qu'aujourd'hui, un écran 3,5 pouces, ça peut faire petit par rapport à l'abondance de phablettes que l'on voit, mais ça n'est absolument pas ridicule finalement en termes d'utilisation. Donc écran de 3,5 pouces, ce qui nous donne 8,9 cm de diagonale. C'est un écran utilisant une technologie TFT, technologie 16 millions de couleurs. Alors on a une bonne luminosité, là-dessus c'est pas trop le problème. On a un contraste qui est plutôt correct. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus, mais le contraste, voilà, il y a un petit effet de halo lumineux un peu trop présent. Bon, ça mériterait un peu plus de profondeur. Et les couleurs sont assez profondes dans le sens où le rouge, alors on a une petite déformation qui est nécessairement donnée par l'image que vous voyez à la caméra, mais on a un rouge qui est plutôt intense, un vert qui est plutôt
alors je vais revenir sur les couleurs justement, mais la déformation de la caméra ne vous donne pas la justesse des couleurs que je suis en train de voir à l'œil nu. Donc on a un rouge qui est plutôt sombre, plutôt intense, un vert qui est également plutôt intense, et un bleu qui ne tire pas trop vers l'indigo, vers le violet, qui est une couleur qui est généralement obtenue sur des écrans TFT. Par contre, ce que l'on voit, et ça m'amène justement à une autre parenthèse, qui est relativement importante, donc c'est pas un détail. Vous le voyez à la caméra, vous avez cet effet là. En fait, ça c'est lié à la densité de pixels. J'ai même pas besoin de zoomer trop fort. On voit les pixels. On voit les pixels à l'œil nu, tout simplement parce que cet écran est doté d'une résolution un petit peu faible, 480 pixels par 320 pixels sur un écran de 3,5 pouces. Et bien, ça nous donne une densité de 165 ppp, pixels par pouce. Alors, ça reste lisible. Ce que je veux dire, c'est que l'écran donne une image qui est parfaitement exploitable, lisible. On peut lire un e-book, on peut lire un livre électronique sur ce téléphone. C'est pas le problème. Donc notamment, là, je suis en train de lancer Candide. On va voir un peu de texte affiché. Bon, la seule chose qui différencie ce téléphone d'un autre qui aurait un écran plus grand, c'est finalement que sur l'écran plus grand, forcément, on aura plus de texte, plus d'écriture. La page sera beaucoup plus grande. C'est pas que les caractères sont plus grands sur le phablet, c'est qu'on aura plus de texte. Là, pour le coup, voilà, on a moins de texte, c'est plus tassé. Donc forcément, pour lire Candide, bah, vous mettrez plus de rotation de page que ce que vous ne pourriez avoir sur un phablet. Quoi qu'il en soit, le texte reste tout à fait lisible. Donc c'est un bon point, même si on voit les pixels à l'œil nu. Vous voyez, là je force et je vais à l'excès. Je suis en train de faire un mode macro sur la caméra. Mais vous le voyez, on voit les pixels. C'est parce qu'on est très loin des 300 ppp, on est loin aussi des 200 ppp, qui font qu'on a un écran plutôt net. Donc il faut dire que la première faiblesse de ce téléphone, et qui est liée à son prix, et donc à la recherche par le constructeur d'un coût de production bas, c'est notamment son écran. Même si l'image n'est pas mauvaise en soi, on a quand même quelque chose où voilà, on voit les pixels. Il n'y a pas besoin de zoomer, il n'y a pas besoin de se rapprocher trop près. Et je lancerai d'ici quelques instants une petite vidéo pour vous donner une idée aussi de la qualité d'image que l'on peut avoir avec un film, notamment. Alors, la dalle tactile, je ne vais pas m'éterniser dessus, tout simplement parce qu'on en a déjà parlé en termes de rigidité, c'est bon, c'est très bon. En termes de réactivité, là-dessus, il n'y a pas de souci, ça marche très bien aussi. Tout simplement parce que la dalle est bonne et parce que les performances du téléphone sont suffisantes pour le faire tourner sans aucun souci non plus. Donc on est sur une bonne dalle tactile, voilà, une bonne performance tactile de la part de ce téléphone. Pas de souci là-dessus. Au niveau du son, 3 vecteurs de son, vous vous en doutez. On a bien évidemment le haut-parleur, on a bien évidemment le jack 3.5 et l'écouteur. Alors le haut-parleur, je vais vous faire écouter un petit titre MP3 avec le haut-parleur. Ça va me permettre également de vous présenter une autre fonction. Le temps pour moi, vous l'avez compris, de monter le son. Premier élément, effectivement, le haut-parleur, quand il est collé sur la table, le son est étouffé. Donc, bon, après d'un autre côté, je suis pas sûr qu'on écoute souvent de la musique en collant son téléphone sur une table. Ça, c'est autre chose, ni par le haut-parleur. À la rigueur, mettez-le comme ça vous n'aurez pas un son perturbé. Enfin, après, méfiez-vous, l'écran va se rayer si vous faites ça. Voilà. Alors, le haut-parleur. Alors, pour être franc, le haut-parleur a un son qui est plutôt moyen, plutôt passable. Alors, je vais être clair avec ça, il manque clairement de basse. C'est un haut-parleur qui manque vraiment de basse. Et dans les aigus, il est assez moyen. Ce qui veut dire que finalement, il nous reste quoi? Il nous reste les moyens, les médiums. Et bon, le son est correct, mais sans plus. Bon, c'est passable, quoi. Alors, particularité sur laquelle j'ai envie de revenir quand même, c'est qu'il y a une option DTS. L'option DTS, elle est valable sous deux manières. Elle est valable et pour le haut-parleur, elle est valable aussi pour le jack 3.5. Vous n'avez pas le même niveau de réglage pour le DTS du haut-parleur que pour le DTS de l'écouteur. Donc si je branche les écouteurs, j'aurai une autre option DTS. DTS, donc notamment, c'est ce qui me permet, mais je vais y arriver, de gérer soit à la mano les aigus et les basses et de les renforcer. Donc de donner un autre son, de travailler un peu le son. Donc ça c'est le mode manuel de l'équaliseur, donc je peux gérer les aigus et les basses. Soit je peux gérer en automatique un équaliseur pour le mode musical, qui me permet de gérer donc un son que l'on va qualifier de classique, de la dance, du jazz, de la pop, rocher. Ne me demandez pas ce qu'est le rocher. C'est peut-être plutôt le rock. Ouais, je pense que c'est ça. Mauvaise traduction automatique de ce qu'est le rock, ça donne rocher. Bon. Ça, je ne l'avais pas noté, vous voyez, finalement, grâce à vous, en même temps que je fais cette vidéo de test, j'arrive à me rendre compte que rock a été traduit par rocher en français. Ok, soit.
Donc on a une option DTS qui permet de régler le son du haut-parleur. On a aussi cette fameuse option DTS qui permet d'améliorer le son lorsqu'il est en jack 3.5. Alors le jack 3.5 justement, je vous en parle, il est plutôt bon. Il n'y a pas de déformation notable lorsque l'on écoute le son en jack 3.5, ce qui fait que le jack 3.5, qui est au format CTIA d'ailleurs, je me permets de l'indiquer, donne un son tout à fait neutre, plat, sauf si vous vous amusez à rentrer dans l'équaliseur DTS, donc comme je vous l'ai montré, et à gérer un peu le son à votre manière. Ce qui fait effectivement que le son n'aura plus rien à voir avec le MP3 de base. C'est-à-dire que vous aurez vous-même fait vos presets, ou vos réglages. Donc ça, c'était pour vous évoquer le jack 3.5. Donc normal, format CTIA, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, ça marche. L'écouteur, même chose, ça donne un son qui est tout à fait convenable, conforme à la qualité que l'on attend justement d'un téléphone pour téléphoner, pour converser. Donc ça marche très très bien, on entend parfaitement bien son interlocuteur, pour peu que bien évidemment vous et lui vous situiez dans des endroits où il y a une bonne accroche réseau, bien sûr. Si vous êtes au fin fond d'un tunnel, vous ne vous étonnez pas effectivement de mal entendre votre interlocuteur, voire d'avoir une connexion coupée. Bon, ça c'est pas la faute de l'opérateur, c'est pas la faute du téléphone, c'est à la rigueur la faute de la couverture réseau, et encore, faut être réaliste. Bon, quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, l'écouteur donne un son qui est de tout à fait bonne qualité, tout à fait standard, conforme à ce que l'on est en mesure d'attendre. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de l'image et du son et aussi de la dalle tactile. Maintenant passons sur les performances. Alors, je le rappelle, on est sur un téléphone low cost, on ne peut pas trop lui en demander. Malgré tout, on est sur des performances qui sont assez sympathiques. Alors si je lance un score en toutou, alors en espérant que je n'ai pas toute l'application à refaire en entier, enfin en tout cas le benchmark à relancer, non ça va, on est sur un score de 7955 points, vous allez me l'autoriser, je l'arrondis à 8000 points. 8000 points c'est un bon score de moyenne gamme, c'est sympathique. Sur Quadrant, alors Quadrant, là malheureusement pour le coup, oui, je vais être obligé de relancer la totalité de l'application, donc je passe, je vais vous donner un score que j'avais obtenu précédemment, 2800 points. Pour le coup, Quadrant est un petit peu moins généreux qu'un toutou. C'est-à-dire que déjà, primo, ils ne sont pas sur les mêmes échelles de valorisation, c'est-à-dire qu'un 8000 points sur Quadrant, c'est énorme, c'est un très haut de gamme. Donc c'est pas du tout les mêmes échelles. Par contre, 2800 points sur Quadrant, ça veut simplement dire qu'il s'agit bien d'un mobile entrée de gamme. C'est-à-dire que Quadrant nous indique clairement que c'est un entrée de gamme et que ce n'est pas un moyen de gamme. 2800 points, score d'entrée de gamme sur Quadrant. Tout cela est lié donc à des composants, bien sûr. Alors, ces composants, quels sont-ils ? Eh bien, je lance une petite application qui s'appelle CPUZ, et qui nous permet notamment de savoir que le processeur qui équipe ce téléphone, donc qui est le Acer Liquid Z3 Duo, est un Cortex A7, ARM Cortex A7 double cœur 1 GHz pour être précis. On a avec ça un processeur graphique qui est un processeur ARM Mali 400MP. Bon, c'est un processeur graphique qui commence à être un peu connu, peut-être un peu vieillissant selon certains, mais qui marche très bien. Enfin, qui marche très bien à ce niveau de gamme, je le rappelle. On est ensuite sur tout simplement de la mémoire vive. Et la mémoire vive, on a 512 MO de mémoire vive. Voilà. Donc là, pour le coup, on n'aura pas l'information. Si on a Total RAM, 473, Available RAM, 67. Bon, ça varie un petit peu. Donc on est à 512 MO. Ne vous inquiétez pas pour cette notion. 512 mégaoctets de RAM. Pour ce qui est de la mémoire de stockage. Alors la mémoire de stockage, il y a plus facile. Il n'y a pas plus facile pour vous montrer en fait la mémoire de stockage. On va dans Paramètres, on va dans Stockage. Alors, il faut savoir que le téléphone est vendu par le constructeur comme étant un téléphone doté de 4 Go d'espace de stockage. Alors, sur les 4 Go d'espace de stockage initiaux revendiqués par le constructeur, il faut savoir que l'utilisateur, vous, moi, ne pouvons utiliser finalement que 2,38 Go. C'est-à-dire que le reste est squatté par le système d'exploitation. Bien évidemment, il faut bien qu'il soit placé quelque part. Forcément, il bouffe une partie de la ROM. Donc, sur la ROM initiale, mémoire de stockage donc, interne, sur les 4 Go, finalement, on n'en a plus que 2,38. Alors, il est possible d'installer une carte micro SD. Ce que j'ai fait, j'ai installé une carte micro SD de 64 Go, ça ne passe pas. J'ai installé une carte micro SD de 8 Go, ça passe. C'est celle qui est en place actuellement. Il faut savoir que ce téléphone n'accepte pas de carte micro SD supérieure à 32 Go. Donc c'est-à-dire qu'au-dessus, donc 64, ça ne passe pas, le téléphone ne la reconnaît pas. Donc 32 Go, c'est le maximum, et à 32 Go, ça marche. Bon, ça c'est la petite parenthèse, mais elle est très intéressante cette parenthèse puisqu'elle me permet de vous dire que forcément si on a un emplacement micro SD, eh bien on va pouvoir ajouter de la mémoire, enfin on va pouvoir ajouter oui de la mémoire de stockage, mais on va pouvoir placer ces MP3 et ces films et ces livres et ces images naturellement sur la carte micro SD, mais surtout, très bon point, Acer a appris de ses erreurs du passé et a fait en sorte que désormais les applications et les jeux puissent être installés directement
sur la carte micro SD. Il faut savoir que notamment sur le Acer Liquid E1 par exemple, ça n'était pas le cas, et sur le E2, il a été très récemment, ce fameux E2, Acer Liquid E2, il a été récemment mis à jour avec un correctif. Moi, je dis correctif, mais c'est une fausse appellation, qui permet justement d'installer les applications et les jeux sur la carte micro SD. Alors c'est pas mal, c'est utile quand même de pouvoir installer les cartes, les jeux et les applications sur la carte micro SD. Pourquoi? Je vais être très clair. Quand on a 2,38 Go de mémoire disponible, et qu'au final, notamment un jeu comme Modern Combat 4 en pèse 1,9 Go, forcément, on va se dire qu'en installant deux Modern Combat 4, on a claqué la mémoire interne de son téléphone. On peut pas d'ailleurs. On peut pas parce qu'il n'y aura pas suffisamment de mémoire. Il suffit d'installer Modern Combat 4 et Asphalt 7 sur son téléphone pour ne plus avoir de mémoire. Et donc ne plus pouvoir installer d'applications et de jeux si le téléphone avait gardé sa limitation. Il faut savoir qu'en fait, cette limitation qui est imposée par Android et Google, donc voilà, je viens de vous l'évoquer, est imposée par Android via Google, enfin Google est l'éditeur d'Android, je ne suis peut-être pas très clair, mais cette limitation est donc une limitation de l'OS lui-même, du système d'exploitation. Certains constructeurs ont clairement indiqué dès le départ que cette limitation n'était pas faite pour eux et qu'ils s'en moquaient un petit peu. Acer a quand même joué le jeu un petit moment, mais s'est rendu compte que les utilisateurs en avaient un peu assez d'être pris en otage quelque part par une limitation imposée par Google, par l'éditeur donc du logiciel Android, du système d'exploitation Android, et Acer a fait cette fameuse modification que j'appelle correctif, mais qui n'est pas un vrai correctif, puisque finalement ça n'est pas un bug, c'est une limitation. Donc finalement le téléphone est entre guillemets, on va dire, débridé par rapport à cette première bride, cette première limitation imposée par le géant américain. Passons, donc vous l'avez compris, bon point sur la mémoire de stockage, Acer a bien fait les choses et c'est une bonne note. Voilà. Passons donc maintenant sur une autre notion, la connectivité. Alors, forcément, on s'en doute, sur un téléphone comme celui-là, qui est un téléphone, donc forcément qui est un téléphone, je le rappelle, entrée de gamme low cost, on ne peut pas demander à avoir de la 4G LTE. On ne peut pas demander à avoir du NFC. Par contre, bonne note, on a tout le reste. On a du Wi-Fi ABGN, donc on le voit ici notamment via le chariot de notification, via le gestionnaire de réglage rapide. On a notamment donc du Wi-Fi ABGN Hotspot, sachant que ce téléphone permet aussi de faire, je fais une petite parenthèse supplémentaire, ça c'est avec la connexion web mobile, mais permet aussi de faire modem, mais j'y reviendrai. On a du Bluetooth 3.0, on a A2P d'ailleurs pour information, on a du GPS à GPS, une précision accrue du GPS en utilisant le réseau d'antennes cellulaires mobile, donc votre opérateur. On a du micro USB 2.0, on a du micro SD, je vous l'évoquais, 32 Go maximum de mémoire. Alors pour la vitesse de connexion Internet mobile, on est sur quelque chose qui est une HSDPA. Bon, tout ça, ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Sachez que c'est du 3G+. Voilà. Pour être beaucoup plus clair, vous avez donc une connexion 3G+, sur ce mobile, j'y arrive, avec donc cette fameuse fonction modem. Alors, autre parenthèse, il s'agit d'un mobile tri-bande, donc il n'est pas quadribande, il est tri-bande. Charge à vous de vérifier les pays dans lesquels vous vous déplacerez dans le monde et de savoir si effectivement ce téléphone marche sur le réseau du pays dans lequel vous allez vous rendre. En Europe, il n'y a pas de problème, tous les pays sont couverts, en tout cas toutes les normes réseau utilisées en Europe sont exploitées forcément par ce téléphone. Donc ne vous inquiétez pas si vous naviguez, si vous voyagez uniquement dans l'Union européenne notamment et sur l'Europe plus largement. Alors, deux notions sur lesquelles j'ai envie de revenir qui sont la gestion de la double SIM et le DAS, donc qui sont deux notions qui vont avec la connectivité bien sûr. La gestion de la double SIM. Alors la gestion de la double SIM, elle est plutôt facile, elle est plutôt simple, tout simplement parce que Acer utilise le menu de base, l'option de base proposée par Android. Donc on va dans le menu, on va ensuite dans Paramètres, et ensuite on a une option qui s'appelle Gestion de SIM. Gestion de SIM nous permet, primo, de passer une carte SIM, l'une ou l'autre, en mode avion, ou les deux en mode avion, donc c'est-à-dire qu'on peut bien évidemment basculer de ce téléphone en mode avion, ou simplement une des deux cartes SIM. Je me permets aussi une parenthèse supplémentaire, ce téléphone peut, même dans sa version duo, être utilisé avec une seule carte SIM. Ne me posez pas la question, je viens de vous l'évoquer, ne me posez pas les questions dans les commentaires, je vous le confirme, ce téléphone ne peut être utilisé qu'avec une seule carte SIM si vous le souhaitez. Sinon c'en est deux, mais une seule, ça marche très bien. Alors, autre parenthèse, donc comme je vous l'évoquais, on peut activer ou désactiver l'une des deux cartes SIM ou les deux. On peut changer le nom de la carte SIM si vous avez envie de le modifier et de l'appeler d'une autre manière. Carte SIM Pro, carte SIM Perso par exemple, si c'est ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez changer la couleur de la carte SIM. C'est intéressant notamment pour les deux petits icônes ici qui sont les accroches réseau. C'est intéressant aussi dans le journal des appels, puisque le journal des appels est aussi valorisé par carte SIM exploitée. Vous avez aussi la possibilité de définir
Quelle est la carte SIM à utiliser lorsque vous émettez un appel? Donc c'est une ou deux, ou toujours demander à chaque fois que vous émettez un appel. Même chose pour les SMS, soit c'est la carte SIM 1, soit la 2, soit à chaque fois que vous émettez un SMS, le téléphone va vous poser la question. Pour les connexions, la connexion donnée, donc la connexion data cellulaire, c'est soit la carte SIM 1, soit la 2, soit aucune. Voilà, c'est simple. Il n'y a pas de on vous demande à chaque fois, c'est soit la 1, soit la 2, soit aucune. Et les services 3G, vous pouvez tout simplement décider que vous faites de la 3G ou pas de 3G. Voilà. Sinon, vous avez l'itinérance des données et vous pouvez décider que les contacts sont affectés à l'une ou l'autre des deux cartes SIM. Voilà. Donc en termes de gestion de droit de la des cartes SIM, c'est très simple. Quand vous voulez émettre un appel, il n'y a rien de plus simple. Vous composez. Donc là, j'ai dit au téléphone qu'il me pose des questions systématiquement. Donc je vais émettre un appel. Voilà, j'émets l'appel vers un numéro, et là, le téléphone me propose d'appeler soit avec la 1, soit avec la 2 de mes cartes SIM. Là, j'ai décidé d'appeler avec la carte numéro 1. Ok. Bon, je raccroche. Alors, il faut savoir aussi qu'on a une option float caller. Float caller, je crois. Caller, permet en fait tout simplement d'avoir une petite fenêtre flottante qui permet de faire autre chose que de rester focalisé sur la fenêtre d'appel. Bon, c'est une petite option liée à la surcouche proposée par Acer sur ce téléphone. Le journal des appels va nous permettre tout simplement de vous montrer que, effectivement, on a une valorisation de la carte SIM qui a été utilisée. Une ou deux, ça c'est en appel émis, c'est aussi en appel entrant, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose pour les SMS. Quand vous voulez taper un SMS, il n'y a pas vraiment de complications. Ça permet aussi de vous montrer qu'on a un clavier qui est le clavier SwiftKey. SwiftKey qui est donc un clavier qui est normalement une option proposée par sur le Play Store, donc il s'achète. Normalement, SwiftKey, ça coûte 1,99€ sur mobile. Eh bien, il faut savoir qu'il est proposé gratuitement par Acer sur ce téléphone. Bon, là, je tape n'importe quoi. Ok, j'envoie le SMS. On me propose carte SIM 1 ou 2. Là, je vais dire la 2. Ok, ça a envoyé un SMS tout à fait bidon. Mais tout ça pour vous dire aussi, vous le voyez, donc on est sous une forme conversationnelle des SMS. C'est classé sous forme de conversation, sous forme de bulle. Et on a aussi l'information de la carte SIM qui a été utilisée, Pritel 2, vous le voyez. Voilà, donc c'est aussi une information qui vous permet de savoir quelle est la carte SIM qui a été utilisée pour les SMS, pour les appels. Donc c'est très bien identifié. Donc ça, c'est la gestion des deux cartes SIM. Fin de la parenthèse, qui est une belle parenthèse d'ailleurs, qui est une parenthèse essentielle lorsque l'on parle d'un téléphone double SIM. Mais vous l'avez compris, c'est très clairement identifié sur ce téléphone. Le DAS maintenant, c'est un autre point sur lequel j'ai envie d'arriver lorsque l'on parle de connectivité. Le DAS de ce téléphone est plutôt sympathique, plutôt bon. Je m'explique. Alors le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. C'est ce qui permet en Europe notamment, et en anglais ça s'appelle SAR, de valoriser la capacité qu'a un téléphone à émettre ou pas beaucoup ou peu d'ondes. Voilà, donc en gros, dès que vous avez un téléphone et qui forcément il est doté d'une fonction appel, web mobile, etc., forcément ce dernier émet des ondes. Il faut bien qu'il s'accroche à une antenne réseau, il faut bien qu'il fasse son travail. Bon, en Europe, il faut savoir qu'on a une norme à ne pas dépasser, qui est de 2 watts par kilo. Tout ça, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est la capacité en fait du téléphone à émettre des ondes. Si les 2 watts par kilo sont atteints ou dépassés, le téléphone n'a pas le droit d'être commercialisé en Europe, c'est clair. Donc les constructeurs sont extrêmement vigilants à cette notion-là. Si donc il est en dessous, il a le droit d'être commercialisé, ce fameux téléphone. En 2013, tous les téléphones qui sont commercialisés, à de très rares exceptions que je me fais toujours un plaisir de démonter, je parle en jargon, je parle en verbal et non pas en physique, je ne m'amuse pas à démonter les téléphones, je vous rassure. Donc tous les téléphones qui sont commercialisés en 2013 sont des téléphones qui ont un DAS inférieur, sauf exception comme je vous l'ai indiqué, à 1 watt par kilo. Alors 1 watt par kilo, ça veut tout simplement dire que aujourd'hui les constructeurs sont bien capables de faire moins que 1 watt par kilo en DAS. Donc c'est aussi ma propre barrière psychologique au-dessus de laquelle j'estime que le téléphone est un petit peu bizarre dans le contexte. Alors le DAS de ce téléphone est relativement bon, il est de 0,703 watts par kilo, donc 0,7, on va arrondir un petit peu parce que là c'est pas très très grave. 0,7 watts par kilo. Et c'est un bon DAS. C'est pas phénoménal parce qu'il y a quand même des téléphones qui arrivent en dessous des 0,2 maintenant en 2013, mais c'est un bon DAS. C'est en dessous de ma propre barrière psychologique, ma propre barrière personnelle, celle que je me fixe lorsque j'achète un téléphone, notamment perso. Je trouve que Acer a fait du bon travail là-dessus. C'est pas la fête, mais c'est pas mal. Donc c'est un bon DAS. Voilà, tout ça pour vous dire ce que je pense donc notamment de ce fameux débit d'absorption spécifique. Alors, chose sur laquelle j'ai envie d'arriver aussi, c'est une autre notion qui fait partie de la connectivité, c'est la radio. Alors,
Je me permets juste de faire une petite pause de quelques secondes parce que je vais boire un petit peu. Voilà, vous allez finir par dire que je bois beaucoup finalement. Alors, la radio. Alors la radio, parce qu'on a bien une option tuner FM sur ce téléphone. Alors le tuner FM, bien évidemment, passe aussi par une application de radio. Il faut savoir que pour utiliser le tuner FM, vous êtes obligé de brancher un kit piéton, un casque, ce que vous voulez sur le jack 3.5 parce que ça va servir d'antenne. Et en fait, l'application s'appelle, bon, c'est la petite note, ce petit truc rigolo. Au lieu de dire radio FM, ils ont appelé ça émission FM. Ok. Donc on a une émission FM. Bah, pourquoi pas. Et qui m'évoque bien évidemment qu'il me faut brancher un kit piéton pour m'en servir. Mais sachez qu'il y a une radio FM, un tuner radio. Voilà, donc ça s'ajoute aussi dans les notions de connectivité. Alors, dernière petite parenthèse, l'accroche réseau, elle est bonne, que ce soit en GSM, que ce soit en web mobile. Et l'accroche satellitaire, du fait que le téléphone est doté non pas seulement d'un GPS mais d'un AGPS, est aussi sympathique. Ça permet d'accélérer la connexion de ce téléphone, non seulement au satellite certes, mais aussi d'accélérer son positionnement. Donc d'accélérer son positionnement parce que non seulement il se sert du réseau satellitaire GPS, donc qui est le réseau satellitaire américain, mais parce qu'il fait une sorte de, je simplifie le discours, mais de triangulation en se servant des antennes relais de l'opérateur pour accroître la précision de localisation. Donc c'est un bon point. Voilà, donc ça c'était pour parler de la connectivité. Parlons maintenant du système d'exploitation. Le système d'exploitation de ce téléphone est un Android. Il s'agit d'un Android, alors je vais relancer l'application CPUZ. Il s'agit d'un Android 4.2.2. Je vais être très précis là-dessus, parce qu'apparemment sur le web on arrive à trouver des informations concernant ce téléphone indiquant qu'il s'agit d'un 4.1. C'est pas vrai du tout, c'est un 4.2.2. Donc on est bien sur un Android 4.2.2, donc c'est un Jelly Bean. Alors c'est l'avant-dernière version, puisqu'il existe aussi maintenant le 4.3, notamment sur le Nexus 4, qui a été mis à jour avec le 4.3. D'un autre côté, le 4.3 n'apporte rien par rapport au 4.2. Donc tout ça pour vous dire que le système d'exploitation est à jour. Ne vous inquiétez pas, on est sur quelque chose qui est à jour. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de faire de mise à jour, il n'y a pas besoin de travailler là-dessus. Donc ça marche tout à fait bien. On est donc sur un système qui est bon, performant, complet, personnalisable, d'autant plus que vous avez accès au Play Store, puisqu'il s'agit du système d'exploitation Android, que c'est Google qui est derrière, et que forcément le Play Store vous permet d'accéder à Google Play. Donc vous avez la possibilité de télécharger des jeux, des applications, des films, des MP3, des livres, etc. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, je crois que Play Store aujourd'hui c'est largement connu, il n'y a pas besoin que j'aille plus dans le détail au niveau du Play Store. Alors, ce qui est intéressant maintenant à noter, c'est que Acer est un constructeur qui sait faire un peu de surcouche. Alors pas beaucoup, parce que c'est-à-dire que notamment on aura remarqué que le menu, alors je vais y arriver en appuyant correctement, le menu est le menu Android de base, les paramètres sont classés comme n'importe quel Android de base, les icônes sont les icônes ici Android de base. Par contre, ce qui change un petit peu, c'est l'habillage, donc fond d'écran. Il y a quelques petites choses supplémentaires comme ça au niveau du design qui ont été un petit peu travaillées. Mais surtout, on se retrouve avec quelques petites applications qui sont supplémentaires et qui sont sympas. La première que je vous ai montrée, qui est un petit cadeau bonus qui vaut quand même 2 €, 1,99 pour être précis, c'est le clavier SwiftKey. Alors SwiftKey, c'est un clavier un peu amélioré. Bon, je vous avoue, c'est pas ma tasse de thé SwiftKey, mais je sais que certaines personnes aiment utiliser SwiftKey. Bon, très bien. C'est un petit clavier qui accélère notamment la saisie des SMS, des emails, etc. C'est un clavier. Donc, un cadeau de 2 €, ça fait toujours plaisir. Alors, à côté de ça, on a des petites choses supplémentaires. On a le Affaires, qui est une petite to-do list. On va pas s'attarder là-dessus parce que c'est pas l'application la plus transcendante qui soit. On a émission radio bien évidemment, mais c'est une application de base aussi proposée par Google pour gérer le tuner FM. Non, ce qui est extrêmement intéressant, c'est notamment premièrement le Mood Agent. Alors Mood Agent, avec mon très très bon accent anglais, c'est une sorte de lecteur MP3 qui va chercher dans votre playlist et composer une playlist adaptée à votre humeur. Alors Mood, c'est l'humeur. Agent, c'est un agent d'humeur. Donc en gros, c'est un player MP3 qui va chercher dans votre playlist. Et si vous lui dites par exemple que je veux de la musique sensuelle, alors me demandez pas pourquoi le terme est sensuel, peut-être romantique en fait, c'est ce qu'ils veulent, douce, voilà. Quand je choisis effectivement maintenant ça marche plus, je lui en ai trop demandé, voilà. Quand je veux quelque chose qui s'appelle tender, peut-être plus mouvementé, donc il va choisir des musiques qui sont un peu plus punchy. Si je choisis quelque chose où il y a tender mais angry. Donc tender, peut-être dynamique, mais aussi angry, un peu énervé.
Bon, plus rock peut-être dans les sonorités, dans les sonorités, pardon, dans le rythme. Bon, voilà, ça me recompose ma playlist et ça adapte les titres que je vais écouter. Bon, c'est un lecteur MP3 amélioré qui travaille en fonction de la playlist, qui retravaille la playlist. Bon, c'est pas Acer qui produit cette application, mais Acer l'a proposé de base, soit. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? On retrouve également eh bien, une petite application qui n'est pas si petite que ça, qui s'appelle Mode Rapide. Alors vous l'avez vu, là on est sous une apparence assez classique, on va dire, d'Android, que vous connaissez peut-être déjà, mais avec Mode Rapide, on peut changer cette esthétique. On peut passer sur d'autres modes, on peut très bien passer sur notamment le mode senior. Alors le problème c'est qu'une fois que je rentre dedans, je suis en galère totale pour ressortir. Et ça simplifie l'esthétique tout simplement du téléphone. Donc vous n'avez pas plusieurs panneaux, après, enfin si, voilà, vous avez vu, je tourne sur la droite, j'ai un panneau appareil photo. Mais je me retrouve avec quelques cases, des fonctionnalités de base du téléphone adaptées au senior. J'aurais très bien pu dire aussi un autre modèle. Alors, pour sortir du mode, après, je suis obligé d'utiliser un code PIN que j'ai pré-paramétré, pré-indiqué au départ. Mais alors après, vous voyez, là je galère un petit peu pour revenir ensuite à mon ancien mode. Ah voilà. Donc je peux aussi choisir juste un mode clavier. Voilà, j'ai pas plus de trucs. C'est que je peux retravailler l'ambiance, le thème du téléphone. En fait, c'est tout simplement un thème, c'est un launcher du téléphone qui est retravaillé. Alors hop, je vais arrêter d'appuyer n'importe où. Là, on arrive dans le menu encore une fois de plus. Et je vais essayer de retrouver cette option qui me permet notamment de changer l'esthétique. Alors vous voyez, le problème, là c'est perso, hein. C'est qu'une fois que je suis dedans, je galère total. Donc on a 5 styles d'apparence du téléphone. Un mode de base qui est plutôt destiné, on le voit, aux jeunes. C'est pas un ado de 14 ou 16 ans qui aura du problème avec un téléphone, hein. C'est plutôt un gamin de 12-10 ans. Sachant qu'en France, on ne recommande pas l'achat de téléphone en dessous de 13 ans, sachez-le. Donc, à vous de choisir. Mais si vous offrez ce téléphone avec une personne que vous estimez un peu jeune, qui aurait du mal avec trop de fonctionnalités au niveau de son mobile, sachez qu'il y a un modèle qui s'appelle le modèle de base. Vous avez le mode senior qui est plutôt destiné donc à des seniors, 60 ans et plus, un mode clavier qui ne propose qu'un clavier, le mode classique qui est un peu plus enrichi, et le mode par défaut qui est celui finalement qui est l'Android de base. Voilà. Donc c'est une option sympathique, c'est un gestionnaire de thème qui est proposé encore une fois de plus gratuitement par Acer sur ce téléphone. Alors, maintenant, ce téléphone se destine-t-il plutôt... Alors on va parler de l'usage, hein. Vous voyez, j'ai fini cette partie qui était la partie système d'exploitation, application, surcouche graphique, fonctionnelle et applicative. Arrivons maintenant à cette fameuse notion d'usage. Alors, est-ce que c'est un téléphone qui est destiné au marché des particuliers, au marché des professionnels ou aux deux? Alors le fait que ce téléphone est un dual SIM, un double SIM en français, qui s'appelle Duo, hein, sur son appellation commerciale, fait que ce téléphone peut, dans l'absolu, être destiné soit à des particuliers, soit à des professionnels. C'est simple, tout simplement parce que vous pouvez très bien insérer une carte SIM Pro et une carte SIM perso. Donc dans cette notion-là, c'est un téléphone qui se destine aux deux univers, finalement. On pourrait très bien le dire comme ça. Après, dans l'absolu, est-ce que c'est un téléphone que les professionnels vont apprécier à utiliser ? Ça dépend. Si vous êtes un professionnel très exigeant, qui aimait bien les grands écrans tactiles et qui aimait bien gérer vos agendas, qui aimait bien votre boîte email, etc., ça risque d'être un petit peu compliqué. Parce que tout simplement, on est sur un téléphone qui est compact et qui n'est pas une bête de course, qui n'est pas un monstre de puissance. Par contre, si vous êtes par exemple un artisan qui ne fait que du téléphone avec votre téléphone, qui ne cherchez pas non plus à aller sur Internet, enfin, même si ce téléphone peut le faire, hein, et il le fait très bien d'ailleurs, mais qui ne cherche pas à envoyer des emails ou autre, ce téléphone peut être adapté à vous. Donc, au niveau du professionnel, c'est à vous de voir. Au niveau du particulier, donc du personnel, est-ce que c'est un téléphone destiné donc au marché des particuliers? Je pense. Je pense que principalement ce téléphone est plutôt destiné au marché des particuliers. N'empêche que, il y a quand même un aspect sur lequel il n'est pas très à l'aise, c'est, et alors maintenant je vais vous le montrer, le film. Le lecteur vidéo, même si ce téléphone lit les vidéos sans aucun problème, il y a comme une sorte de phénomène de saccade. C'est-à-dire que ce téléphone est probablement soumis à un paramètre de low FPS. Ce qui fait que lorsque vous regardez une vidéo qui est un peu gourmande, bah vous avez l'impression que ça saccade. Alors là pour le coup je suis pas cool en plus parce que j'ai lancé une vidéo qui est quand même une vidéo HD, donc le téléphone a quand même besoin de calculer un fichier qui est un gros fichier qui pèse 1,85 Go. Donc bon, c'est un gros fichier. Si la vidéo a été un peu compressée, je pense que le téléphone s'en sortirait quand même un peu mieux. Mais bon, c'est pas un téléphone sur lequel on va avoir plaisir à regarder des vidéos. Pourquoi ?
parce qu'on a quand même un sentiment de manque de fluidité. On a quand même l'impression que ça saccade un petit peu. C'est pas catastrophique, mais on peut avoir cette impression-là. Ah, vous l'avez vu, en plus on a eu un petit décroché de la vidéo. Ça c'est la première chose. Ça c'est pour les vidéos. C'est exactement la même chose pour les jeux vidéo. C'est-à-dire que si je lance un petit Modern Combat 4, hop, si je lance un petit Modern Combat 4, en espérant que ce que je n'ai pas fait comme mise à jour tout à l'heure ne pose pas de problème au jeu, donc on va voir si ça se lance. Ah, ça a l'air de se lancer. Donc, je vais faire une petite phase de nettoyage. Vous avez été nombreux à me demander de nettoyer les écrans avant ou pendant de faire des vidéos, tout simplement pour éviter d'avoir mes empreintes digitales. Donc voilà, je vous écoute. Donc Modern Combat 4, on va voir ce qui se lance. Je suis vraiment très inquiet par le fait que j'ai refusé tout à l'heure la mise à jour. Est-ce que le téléphone va quand même accepter de lancer Modern Combat 4? On va voir. Bon, en tout cas, je l'ai fait tout à l'heure, je vous garantis que ça marche. Le jeu marche, c'est pas un problème. Mais comme pour la vidéo tout à l'heure, même si ça marche, c'est pas super fluide au niveau de l'image. Donc finalement, ce téléphone, pour en revenir à ça, si vous voulez faire du jeu vidéo là-dessus, vous aurez plutôt plaisir à faire du jeu vidéo 2D, du Tower Defense par exemple et autres, plutôt que du jeu 3D gourmand. Modern Combat 4 est un jeu 3D mais extrêmement gourmand. D'ailleurs c'est l'un des plus gourmands du marché Play Store, du Google Play. Donc bon, pas de mystère, forcément vous mettez sur un téléphone entrée de gamme un jeu extrêmement gourmand. Oula, pardon. Si vous mettez un jeu 3D extrêmement gourmand sur un téléphone qui a des performances qui restent raisonnables ou modestes, forcément, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Alors, le jeu tourne, donc là, il n'y a pas de problème, mais vous allez voir, c'est un peu lent. C'est un peu lent, c'est un peu saccadé. Bon, on a beaucoup d'éléments qui sont calculés, on a des ennemis qui sont tués, des alliés qui sont tués, des balles qui fusent dans tous les sens. Bon, beaucoup d'éléments à calculer, des flammes, etc., des balles, des tirs. Bon. Ouais, c'est pas un modèle de fluidité quoi. C'est voilà, quand je rajoute une couche en tirant moi-même, on sent que le téléphone a un peu de mal. Là je tire au hasard, c'est pas la fête. Donc oui, on peut jouer à du jeu 3D, on pourra pas jouer au plus récent des jeux 3D, faut pas non plus exagérer. Donc voilà, pour l'usage, on est finalement sur un téléphone qui peut être destiné aux professionnels, qui peut se destiner aux professionnels, qui peut se destiner aux particuliers, qui peut se destiner aux deux, mais il ne faut pas non plus lui en demander à l'excès. Voilà, ne soyez pas non plus excessivement demandeur à ce téléphone, parce que voilà, c'est un téléphone raisonnable. Donc il est temps pour moi d'arriver à la conclusion, et je viens, entre guillemets, de vous la dévoiler un petit peu, ma conclusion. Je viens de vous donner un petit prémisse de ce que j'en pensais de ce fameux téléphone. Alors je le rappelle, on est sur un téléphone qui vaut moins de 100 €, même précisément moins de 90 € sur le web, en mobile nu. C'est pas cher, c'est un téléphone low cost, clairement, c'est un téléphone low cost, et on le sait sur le marché des smartphones tactiles Android, donc doté du système d'exploitation Android à moins de 100 €, il n'y a pas grand chose, il n'y a vraiment pas grand chose. On a notamment du Acer Liquid Z3 maintenant, on avait précédemment du Wiko Sync Plus, on avait du Yocol Austin, etc. Donc quelques autres marques qui sont des marques qui sont notamment clairement moins célèbres que Acer. Aujourd'hui, on a donc le Acer Liquid Z3, un téléphone qui n'est pas cher, mais qui reste bien fabriqué, avec un écran 3,5 pouces raisonnable, des performances qui sont acceptables. Bon, somme toute, on est sur quelque chose aussi qui a une bonne connectivité, une bonne gestion de la double SIM, un système d'exploitation Android qui marche bien, une surcouche très limitée, très minime, mais avec des petits cadeaux sympas comme SwiftKey, mode rapide qui est une très bonne idée, des petits plus qui font vraiment que l'agrément d'utilisation de ce téléphone est amélioré. Voilà, donc d'un côté on a un téléphone pas cher, relativement performant pour son prix, mais sur lequel on ne peut pas demander de lire de la vidéo fluide. En tout cas, vous l'avez bien compris tout à l'heure quand je vous ai montré ça. La fluidité des vidéos est un petit peu compromise, la fluidité des jeux 3D, même s'ils se lancent, même si le téléphone fait tourner les jeux 3D, est un petit peu limitée. Ça, je pense que c'est plutôt lié à la RAM, donc 512 MO, que finalement au système au processeur ou au processeur graphique, qui à mon goût font bien leur travail. Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Donc si le téléphone avait eu un peu plus de RAM, premièrement, il aurait été plus cher, ça c'est sûr, mais deuxièmement, il aurait sûrement mieux fonctionné. Il aurait peut-être été un peu plus fluide au niveau de son image. Donc tout ça pour vous dire que finalement, est-ce que je recommande ou pas ce téléphone? Bah oui. Oui, je le recommande si vous êtes sur un budget limité. C'est-à-dire que si vous avez effectivement moins de 100 €, et pour être précis, je le rappelle, moins de 90 €, ce téléphone doit faire partie de votre liste de choix. Il doit même d'ailleurs figurer parmi les 1, 2 ou 3 premiers choix, clairement.
c'est selon moi une très très bonne alternative aux deux mobiles que je vous ai proposés tout à l'heure, que je vous ai cités tout à l'heure, qui sont le Wiko Sync Plus et le Yuko Lostin. Je me permets de me répéter, mais effectivement, vous l'avez bien compris, sur les téléphones à moins de 100 €, il n'y a pas grand-chose de valable. En smartphone, le choix est vraiment très très limité. Ici, on a quelque chose qui marche très bien. Dual SIM, bien construit, bien fabriqué. Donc oui, clairement, je le recommande. Je ne peux pas dire les choses autrement. C'est un mobile qui en donne pour son argent. Il n'en donne pas plus. Il en donne pour son argent. 90 €, c'est un bon rapport qualité-performance-prix. Il n'y a pas plus. Voilà. On aurait aimé un téléphone plus rapide, mais forcément, on aurait aussi aimé un téléphone plus grand, on aurait aimé un téléphone avec un châssis en aluminium, etc. Donc vous me comprenez bien, c'est un téléphone qui est en phase avec son prix et qui en donne pour son argent et qui est adapté à vos besoins pour peu que vous ne soyez pas un gros accro à la HD ou un gros accro au film ou aux gros écrans, aux grands écrans, pardon. Si c'est le cas, laissez tomber, ce téléphone ne va pas vous convenir, hein, ce n'est pas le cas. Mais si vous êtes plus raisonnable dans votre choix, et si vous avez effectivement un budget qui est limité de 100 € ou moins, ce téléphone est fait pour vous. Et je trouve que c'est même un choix très judicieux, raisonnable, raisonné, et très judicieux par rapport à ce budget que je vous ai évoqué. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Une fois de plus, je tiens à remercier Pritel, notre opérateur partenaire, lequel nous permet donc, vous l'avez bien compris, de tester les téléphones avec ses services téléphoniques et d'aller donc un cran plus loin dans le test et de valider que le téléphone est un bon téléphone. Donc merci à Pritel. Merci aussi à vous d'avoir visionné cette vidéo. Elle dure depuis maintenant plus de 50 minutes. Et merci quand même de l'avoir visionnée. 50 minutes, c'est quand même considérable, on va dire, pour une vidéo de test. Mais vous l'avez bien compris, il fallait aller dans le détail. Ce téléphone mérite la peine que justement on prenne le temps de bien regarder les choses, les points particuliers du téléphone. Donc merci également à vous. Enfin, petite parenthèse supplémentaire que j'ai envie de faire, c'est n'hésitez pas à passer sur les supports sur lesquels nous sommes placés. Alors tout simplement, vous êtes peut-être déjà en train de regarder la vidéo sur YouTube. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre site Top4Phone, top-for-phone.fr, une URL que vous voyez déjà en haut à gauche de cette vidéo. Enfin, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre forum. Si vous avez des hésitations sur le téléphone à choisir, eh bien sachez qu'on a une section qui s'appelle quel téléphone choisir sur notre forum et on a des membres très réactifs, d'ailleurs je les remercie encore une fois de plus, qui répondent généralement plus rapidement que nous. C'est-à-dire que le délai de réponse de Top4Phone c'est généralement de 24 heures, et bien les membres du forum répondent parfois en moins d'1 heure. Donc merci à eux et n'hésitez pas donc à poser votre question sur le forum de Top4Phone. Aussi deux autres supports sur lesquels nous sommes placés, c'est Facebook, Twitter. Bon, aujourd'hui c'est un peu indispensable on va dire. Facebook et Twitter qui me permettent notamment, et là je parle de mon cas personnel, de vous donner mon planning. C'est sur Facebook que vous connaissez mon planning notamment et les prochains tests que je vais faire. Et Twitter notamment qui me permet de vous donner des petits flash news. Donc n'hésitez pas aussi à passer donc sur Facebook, Twitter. Donc le site, YouTube, le forum, Facebook, Twitter, autant d'endroits où nous contacter, nous répondre, échanger avec nous. Et enfin, dernière parenthèse, n'hésitez pas à passer sur le site de notre partenaire, donc Pritel, vous l'avez bien compris, dont eh bien justement l'URL est placée sur le lien que vous êtes juste en train de voir en dessous. De cette vidéo, vous avez une petite annotation, vous avez probablement remarqué un bandeau annotation avec une petite information sur le nom Pritel. Eh bien n'hésitez pas à cliquer dessus parce que ce bandeau est cliquable, ça vous orientera directement vers l'offre Modulo, qui est l'offre de Pritel, et justement qui est une offre sans engagement qui vous permet de moduler vos consommations mensuellement. C'est le téléphone qui s'ajuste, c'est le forfait pardon, qui s'ajuste à vos consommations et pas l'inverse. Et c'est selon moi l'une des meilleures offres, si ce n'est la meilleure offre du moment, justement sans engagement. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt, ciao ciao.